Je voudrais d'abord remercier l'Institut ainsi que la Faculté des sciences, je me demande si je ne vais pas parler debout, de me donner l'occasion d'être une fois de plus à Naples. Je regrette beaucoup que je ne sois pas en état de m'exprimer en italien, spécialement pour vous dire combien, lors de ma récente visite à Naples, j'ai été touché par la gentillesse et l'amitié de votre accueil. D'ailleurs, comment ne serais-je pas sensible à l'atmosphère de Naples, à son histoire culturelle, musicale et scientifique. Je pouvais faire la conférence en anglais ou en français. Je crois que la majorité souhaite que je la fasse en français. À côté du problème de la langue, il y a aussi un problème de fond. Quand on s'adresse à la fois aux philosophes et aux scientifiques, on court le danger que les philosophes disent que c'est trop scientifique et incompréhensible, et les scientifiques disent que ce sont des lieux communs et qu'il n'y a pas assez de science. J'essaierai de louvoyer en quelque manière entre ces deux écueils. Le sujet que j'ai choisi, l'entropie, le temps et l'évolution, est au fond pour moi l'occasion d'essayer de vous montrer que le 19e siècle nous a légué un univers ou une image de l'univers pleine de contradictions. Et que d'une certaine manière, aujourd'hui, nous pouvons commencer à voir comment on pourrait dépasser ces contradictions. Vous savez que cette année est l'année centenaire de la mort de Darwin. Alors, pourquoi ne pas commencer par dire un mot de Darwin? Ce qui est, au fond, essentiel, me semble-t-il, dans l'œuvre de Darwin, indépendamment, je dirais, du problème biologique, c'est que le modèle de l'évolution de Darwin comprend visiblement deux éléments. Une théorie de fluctuation et une théorie de l'évolution, c'est-à-dire de l'irréversibilité. Donc, il y a au fond une évolution irréversible, un temps irréversible lié à une théorie de l'aléatoire, du stochastique. Et grâce à cette combinaison de l'aléatoire et de l'évolution, le darwinisme espère pouvoir comprendre l'évolution des espèces qui, en gros, s'apparente à un passage de systèmes de plus en plus complexes. Vous savez que la physique, elle aussi, s'est occupée d'évolution. C'était le but de la fameuse fonction entropie, introduite à peu près en même temps par Clausius. Mais vous savez aussi que l'entropie conduisait à un résultat presque radicalement différent. D'abord, je reviendrai encore souvent sur la notion d'entropie, mais je rappellerai que l'entropie est une fonction curieuse qui, dans un système isolé du moins, ne peut que croître et qui exprime l'évolution d'un système vers l'équilibre. Donc, d'un côté, nous avons l'évolution biologique vers le plus complexe, d'un autre côté, l'évolution en physique vers l'équilibre, et vous savez que c'est l'œuvre centrale de Boltzmann que d'avoir essayé de comprendre comment on peut passer de l'évolution de la physique, comment on peut comprendre l'évolution de la physique. Vous savez aussi sans doute que Boltzmann était un grand admirateur de Darwin et qu'il a été dans cet essai
fort influencé par le succès de l'œuvre de Darwin. Mais l'interprétation de Boltzmann, quoique d'une certaine manière parallèle à celle de Darwin, conduit à une conclusion radicalement opposée. Pourquoi parallèle? Parce que la théorie de Boltzmann est une théorie de nouveau basée sur les probabilités. Pour Boltzmann, l'entropie est l'expression de probabilité, la célèbre formule S égale K log P. Donc, quand le système évolue, les probabilités augmentent. Et l'irréversibilité est liée aux probabilités, tout comme dans l'idée darwinienne. Mais la conclusion est différente, puisque au moment de l'équilibre, le système a oublié ses conditions initiales. Au moment de l'équilibre, toute structure qu'on avait imposée au point de départ se trouve effacée. Beaucoup de questions ont été posées. Beaucoup de gens se sont demandé comment Carnot, ou Boltzmann et Darwin peuvent-ils avoir raison tous en même temps? D'un côté, la thermodynamique nous parle de destruction de structures, d'autre part, Darwin nous parle de création de structures. Voilà la première des deux contradictions auxquelles je faisais allusion. Mais, à mon avis, la contradiction plus profonde encore, c'est entre un monde vu comme irréversible, le monde de Boltzmann, le monde de Darwin et le monde de la dynamique classique ou quantique. Vous savez qu'en mécanique classique, on peut aller d'un point à l'autre, on peut retourner. Si on connaît les conditions initiales, le futur est donné, le passé est donné. Donc, la loi, plus la condition initiale, détermine l'ensemble du déroulement des phénomènes. Le temps devient illusion. Et en fait, en mécanique quantique, quoique le formalisme soit plus complexe, la situation n'est pas très différente. Une fois que la fonction d'onde est donnée, on peut calculer l'avenir comme le passé. L'idée que le temps est une illusion a d'ailleurs été exprimée très souvent et par les plus grands physiciens, et jamais avec plus de force que par Einstein lui-même, qui a dit, physicien convaincu, la différence entre passé, présent et futur est une illusion, si persistante soit-elle. Mais appeler le temps, qui est peut-être l'expérience la plus fondamentale de l'existence, illusion, pose évidemment le problème de la signification du langage. Que signifie illusion appliquée au temps? Quoi qu'il en soit, la physique classique se caractérise par une méfiance à l'égard de tout ce qui est temporel, méfiance à l'égard de l'entropie, et je dirais aussi méfiance à l'égard de la vie. Au fond, le second principe, comment le trouvez-vous expliqué dans pratiquement tous les livres? On dit, ne faites pas trop attention au second principe, il exprime une impossibilité pratique. C'est parce qu'un phénomène est trop improbable qu'il ne se produit pas. Si on attend assez, tout va se produire. Donc, au fond, le second principe n'est pas du tout comparable aux grandes autres lois de la nature, il est plutôt de nature pragmatique. De même, vous savez que même les biologistes moléculaires très célèbres, comme Monod par exemple, disaient que la vie est compatible avec les lois de la physique, bien sûr, mais en quelque manière un peu en dehors. Une fluctuation qui est arrivée un jour, on ne sait pas très bien pourquoi, et qui se multiplie, qui se perpétue depuis lors. Donc,
d'une certaine manière, le modèle du monde est le modèle du réversible, de l'intemporel. Je crois que nous pouvons dire d'abord ceci. Du point de vue purement pragmatique, autour de nous, il y a des structures qui disparaissent. Quand je mélange deux liquides, ils finissent par s'homogénéiser. Il y a des structures qui apparaissent. Les fameuses structures chimiques, les horloges chimiques sont un exemple qui est aujourd'hui bien connu. Il y a des systèmes déterministes, comme le mouvement planétaire, en bonne approximation. Il y a aussi des problèmes où les probabilités doivent être invoquées. Alors se pose le problème, comment incorporer ces différents domaines? Je dirais, au fond, ceci. Il est impossible de croire que tout est aléatoire, que deviendrait alors le mouvement des planètes. Mais il est impossible aussi de croire que tout est prédéterminé. Est-ce que la chute de Rome est prédéterminée dès la création de l'univers? Ça paraît hautement improbable, même aux plus déterministes. Donc, il y a quand même à incorporer ces différents domaines, à imbriquer ces différents domaines. Comment se fait la transition entre le domaine où les structures disparaissent, le domaine où elles apparaissent, entre le temps réversible et le temps irréversible? Le monde est certainement très riche, mais c'est quand même un monde unique. Donc nous devons essayer de voir comment s'imbriquent les différents phénomènes que nous observons et qui à première vue semblent contradictoires. Quel est le modèle? Est-ce le modèle newtonien? Est-ce le modèle darwinien qui est le modèle, on pourrait presque dire, général? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous commençons à voir comment nous pouvons dépasser ces différentes contradictions et comment nous pouvons arriver à une structure plus cohérente du monde. Et chose curieuse, c'est que le monde tel qu'il apparaît aujourd'hui, et nous ne l'avons pas cherché, c'est l'évolution expérimentale et proche de celle-là théorique qui nous conduit à cela, nous ne l'avons pas choisi. Curieusement, ce monde tel que nous voyons aujourd'hui nous semble essentiellement doué des propriétés que la physique classique niait, à savoir l'irréversibilité et l'aléatoire. Et c'est cette évolution entre le monde classique et le monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui que je voudrais au fond décrire. Et bien entendu, ce chemin est long et je ne peux décrire que quelques-unes des étapes. Il est évident qu'il faudrait faire l'historique de tout le XXe siècle, de l'étonnement qui a suivi la découverte des particules élémentaires, notamment instables, l'étonnement devant l'expansion de l'univers et le rayonnement du corps noir. Au fond, pour comprendre cet étonnement, il faut voir l'évolution de la mécanique quantique ou l'évolution de la relativité. Les deux ont commencé comme des corrections à la mécanique classique, gardant le sens, je dirais, de la mécanique classique, mais corrigeant celle-là à la suite de l'existence de la constante de Planck ou de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, dans l'essentiel, à la fois la mécanique quantique et la relativité se posent des problèmes temporels. La mécanique quantique, les transformations de particules, la relativité, l'histoire thermique de l'univers.
Mais peut-être le plus grand étonnement vient-il des derniers développements au cours des dernières 2 décades de la physique macroscopique. Nous étions habitués à voir le désordre suivre l'ordre, comme le voulait le principe de Boltzmann. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'exemples où c'est du désordre que naît l'ordre. Non pas que l'ordre dégénère en désordre, mais que le désordre se transforme en ordre. J'ai oublié de prendre 2 petits appareils que j'ai quelquefois avec moi. Un petit appareil, c'est essentiellement des boules rouges ou blanches qu'on met bien régulièrement l'une à côté de l'autre, et puis on mélange, et évidemment, le désordre s'installe. Alors ça, c'est l'image de l'univers classique. Mais j'ai aussi un autre appareil où je tourne un petit peu, et on va apparaître des beaux anneaux, n'est-ce pas, qui sont des anneaux, des bandes de Taylor, et on voit que le petit mouvement que je donne au système suffit pour créer de l'ordre à partir du désordre. Alors, bien entendu, devant ces découvertes extraordinaires des dernières décennies, il y a une reconceptualisation de la physique qui a lieu. Si vous demandiez, il n'y a pas trop longtemps, à un physicien, qu'est-ce que la physique comprend dans le monde et qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, il vous aurait souvent répondu, on ne comprend pas les particules élémentaires, on ne comprend pas la cosmologie, enfin, un petit peu, mais pas beaucoup, mais entre les deux, on comprend le comportement de la matière. Eh bien, je pense qu'une minorité croissante n'est plus de cet avis. C'est-à-dire que là, même autour de nous, dans la matière, à notre échelle, il y a une série de découvertes nouvelles qui ont été faites et qui rendent la matière, à notre échelle, beaucoup plus intéressante qu'on aurait cru il y a quelques années. Je voudrais d'abord dire un mot de la première contradiction, à savoir destruction de structure ou création de structure, avant de passer au problème plus profond, plus complexe, du problème du temps et des racines du temps dans la nature. En ce qui concerne l'origine des structures, eh bien, ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est que les 2 phénomènes existent, mais ne se présentent pas au même endroit, ni nécessairement dans les mêmes circonstances. Si je suis près de l'équilibre et que je perturbe un système, eh bien la théorie thermodynamique montre que le système revient à son point de départ. Le système est stable. Le système ne peut pas amplifier ses fluctuations. Les fluctuations sont au contraire amorties. L'univers près de l'équilibre est un univers, au fond, dans lequel rien de neuf ne peut apparaître. Au contraire, loin de l'équilibre, cette stabilité n'est plus assurée. On ne peut pas dire que d'une manière universelle, la matière devienne instable, mais si les équations sont non linéaires et d'autres conditions sont satisfaites, eh bien, il y a un phénomène de bifurcation, c'est-à-dire l'ancienne solution cesse d'être stable. S'il y a des fluctuations, ces fluctuations sont amplifiées et de nouvelles structures, des horloges chimiques par exemple, des structures temporelles, des structures spatiales, viennent s'installer à la place de la branche thermodynamique. Donc, au fond, l'origine des structures est dans la non-linéarité, et la non-linéarité se manifeste loin de l'équilibre,
parce que près de l'équilibre, au fond, on peut dire que toutes les équations sont linéaires. Mais je voudrais insister sur un aspect particulier. Les équations dans lesquelles de nouvelles solutions s'installent sont souvent très simples. Ce sont des équations de réaction chimique, de diffusion. Dans ces équations, gauche et droite jouent le même rôle. Pourtant, lorsque vous êtes dans le domaine des bifurcations, vous pouvez avoir une solution où la matière, mettons, est concentrée à gauche et une solution où la matière est concentrée à droite. La symétrie des équations est alors plus grande que la symétrie d'une des solutions prises isolément. Les deux solutions ensemble ont la même symétrie, c'est-à-dire que s'il y a une solution où la matière est gauche, il y a une solution où la matière est droite. Mais si je regarde une réalisation, je peux voir une réalisation à symétrie rompue. Et je voudrais insister, pour la suite de mon exposé, sur le fait qu'il est très important que les solutions peuvent être à symétrie plus faible que l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est le cas universel. Les bifurcations ne sont pas universelles. Il y a des systèmes nombreux où il y a des bifurcations, mais tous les systèmes linéaires n'ont pas de bifurcation. Les systèmes linéaires n'ont jamais de bifurcation, et les systèmes non linéaires les ont souvent, mais pas toujours. Donc, la bifurcation est un phénomène très répandu, mais sans être universel. Donc, la formation des structures est un phénomène spécifique. L'approche vers l'équilibre, un phénomène universel. Au cours des dernières années, on a aussi beaucoup étudié la succession des bifurcations. Au fond, on a étudié des séquences. La première bifurcation n'est que le début. D'autres bifurcations s'installent. Et dans beaucoup de situations, les autres bifurcations finissent par mélanger des échelles d'espace et de temps et conduire le système au chaos, tel qu'on le voit dans les phénomènes de turbulence. Au fond, dans le problème de la vie, il semble que la vie soit en quelque manière intermédiaire. Pas trop de contraintes, pas trop de distance à l'équilibre, ni trop peu. Un domaine intermédiaire. Ce que les bifurcations indiquent aussi, c'est l'importance de l'aléatoire, l'importance du stochastique. Parce qu'au moment de la bifurcation, au moment où plusieurs solutions peuvent naître, à ce moment, les équations macroscopiques, par définition, ne permettent pas de choisir quelle branche le système va suivre. Donc, il faut alors dépasser le stade macroscopique, il faut parler de fluctuation et d'aléatoire. Ces derniers temps, donc, cette étude a conduit à voir que la matière, loin de l'équilibre, a des propriétés très différentes de ce qu'on pensait, qui rendent au fond la vie moins isolée. En effet, loin de l'équilibre, à cause de ces bifurcations, des structures à grande échelle peuvent se créer. Donc, d'une manière un peu anthropomorphique, les molécules peuvent communiquer à des distances macroscopiques sur des temps macroscopiques. Aussi, loin de l'équilibre, le système, à cause de la multiplicité des bifurcations, peut sentir des très petits effets, peut choisir en quelque manière une bifurcation à la suite de petits effets extérieurs. Mais, ceci étant dit, je voulais passer au second problème qui est vraiment l'objet central de cet exposé, et c'est
l'origine de l'irréversibilité, l'origine du temps. Donc, nous voyons que l'irréversibilité est très importante. Elle conduit aux structures de non-équilibre, aux structures dissipatives, aux horloges chimiques, à des phénomènes de convection dans lesquels des milliards de molécules voyagent ensemble. Mais comment devons-nous comprendre ce concept d'irréversibilité? J'ai toujours pensé que le second principe, du point de vue macroscopique d'abord, s'apparente à un point de vue très fortement aux autres grandes branches de la physique théorique du XXe siècle, la relativité et la mécanique quantique, par un élément commun. Et cet élément, c'est de nous montrer une matière moins docile que la science classique ne le supposait. Au fond, la science classique imaginait que, d'une certaine manière, toute expérience conceptuelle pouvait être, d'une certaine manière, réalisée. Or, la relativité montre qu'on ne peut pas propager des signaux plus vite que la lumière, la mécanique quantique, qu'on ne peut pas faire certaines expériences, mesures de la vitesse et de la position en même temps, et la thermodynamique montre qu'on ne peut pas réaliser certaines expériences comme d'utiliser une source de chaleur pour faire marcher un moteur. Il faut au moins deux sources à température différentes. Mais comment faire intervenir cette irréversibilité macroscopique d'abord au niveau microscopique? Y a-t-il une théorie microscopique? Est-ce qu'une telle chose est même possible? Eh bien, il faut bien dire que beaucoup de physiciens, mais parmi les plus grands, notamment Einstein, ont dit qu'une telle chose est même impossible. Je vous ai rappelé tantôt la phrase célèbre d'Einstein au sujet du temps. Au fond, Einstein voulait une physique qui soit dégagée du temps en tant que phénomène irréversible, qui partage en quelque manière, je dirais, une conception presque intemporelle, une conception, je dirais, presque religieuse, au fond, du monde, dans ce sens d'éternité. Vous savez que la plus grande tentative pour introduire le temps, l'irréversibilité dans les bases de la physique est celle que je rappelais au début de mon exposé, c'est la tentative de Boltzmann. Mais il faut bien reconnaître que la tentative de Boltzmann a plutôt conduit à un semi-succès ou à un semi-échec. Vous pourriez trouver dans un petit livre de Popper une très bonne analyse de cette question, et qui est au fond une histoire assez dramatique, parce qu'au point de départ, Boltzmann pensait qu'il avait expliqué le sens de l'irréversibilité, le temps étant dirigé vers la direction où l'entropie croît. Mais après des discussions célèbres, Boltzmann, au fond, a dû, en quelque manière, battre en retraite. Et il a dit, finalement, à l'échelle de l'univers, il n'y a pas de sens qu'on puisse donner à la direction du temps. La direction du temps n'est qu'une convention. De même qu'être la pesanteur, eh bien, avoir la tête en bas ou en haut, eh bien, c'est une question relative, ça dépend de la situation de l'observateur. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons revenir sur ces systèmes, sur ces problèmes. Et nous pouvons y revenir à cause d'un des phénomènes remarquables de ce siècle, qui est la redécouverte, on doit bien s'exprimer comme cela, de la dynamique classique. C'est dans le sens de la dynamique classique que je vais surtout faire mon exposé. J'aurais pu le faire aussi un peu en mécanique quantique, mais je n'aurais peut-être pas le temps.
La dynamique classique a connu un renouveau extraordinaire, préparé par Poincaré, par Lyapunov, mais quand même, on doit dire que certaines des idées dépassent largement ce que Poincaré et Lyapunov avaient imaginé. Et c'est en particulier l'école de Kolmogorov qui est à signaler là-dedans. Comment voir un système dynamique? Eh bien, la manière la plus simple de voir un système dynamique, c'est de penser aux trajectoires. Mais je peux voir un système dynamique autrement. Je peux mettre ici de l'eau et puis mettre de l'encre et voir la diffusion de l'encre dans ce système. Là, j'étudie l'évolution de la fonction de distribution. Je vois comment le système se mélange, comment il va arriver peu à peu à s'uniformiser. Un exemple est souvent étudié. C'est ce qu'on appelle la transformation du boulanger. Je m'excuse, je pensais que j'aurais peut-être un petit tableau, mais je n'ai pas besoin du petit tableau, c'est trop simple. Je peux l'expliquer comme ça. Pensez à un carré. Alors, un carré de papier, je le comprime, je l'allonge 2 fois. Je le coupe au milieu et je mets la seconde partie au-dessus de la première. Donc, ce n'est pas très difficile. Je prends un carré, je l'allonge, je coupe la seconde partie et je la mets au-dessus. Alors, vous voyez que si, par exemple, le premier papier, le premier carré, était rempli à moitié, après avoir allongé et replié, j'aurais une bande noire, une bande blanche, une bande noire, une bande blanche. Et vous voyez, c'est un système dynamique en ce sens que la mesure, la surface dans ce cas, est conservée par ma petite transformation d'allonger et de replier. Eh bien, c'est un système extrêmement intéressant. Parce que c'est un système dynamique abstrait, comme on dit aujourd'hui, et c'est un système où vous voyez tout de suite que 2 points voisins vont aller dans des carrés différents au bout d'un certain temps. Ce qui fait que la notion de trajectoire n'a plus de sens, parce qu'on peut prendre des points qui étaient ensemble, et après avoir plié, replié, plié, replié, quelques points là vont être à gauche et d'autres points vont être à droite. Donc, quelle que soit la petite région que je considère, les points dans cette petite région auront des destins différents. Donc, la notion de trajectoire est perdue parce que des points voisins ne se comportent pas de la même manière. Donc, première chose importante, c'est que la notion de trajectoire est perdue. C'est un système fortement aléatoire. Dans la terminologie des mathématiciens, un K-flow, un Kolmogorov-flow. C'est même plus fort, c'est comme ce qu'on appelle un Bernoulli. Pourquoi Bernoulli? Parce que, en fait, quand vous faites des expériences, vous pouvez même montrer que si vous regardez une petite région, eh bien, vous ne savez jamais où le point va aller, ce point-là. Il a des chances d'aller à gauche ou à droite, un peu comme dans un schéma de Bernoulli, quand on joue à la roulette. Donc, c'est un système, comme je vous disais, très remarquable, parce que, d'abord, par fragmentation successive, le système va devenir uniforme, comme l'encre devient uniforme dans le liquide. Donc, il va vers l'équilibre. Et secondo, la notion de trajectoire n'a pas de sens. Donc, c'est un système fortement aléatoire qui va vers l'équilibre, et la notion de trajectoire n'a pas de sens. Eh bien, ces systèmes sont évidemment très intéressants, et Sinai, Kolmogorov et d'autres ont montré que les propriétés mathématiques d'un tel système sont les mêmes que quand je prends des sphères dures et que je regarde les collisions des sphères dures.
Les collisions de sphères dures ont les mêmes propriétés que les trajectoires s'éloignent de plus en plus, deviennent uniformes. Toutes les propriétés sont les mêmes. Les sphères dures sont ce qu'on appelle un K-flow et même un Bernoulli. Mais, comment introduire l'irréversibilité? Si je mets cette encre, elle va devenir uniforme dans l'avenir, mais si je regarde l'équation, elle va aussi devenir uniforme dans le passé. Donc, les deux représentations que j'ai de la dynamique, la transformation ponctuelle et la transformation en volume, sont deux représentations qui gardent la même symétrie maximale, je peux dire, de l'évolution dynamique. Il n'y a pas de distinction entre le futur et le passé. Mais ces systèmes aléatoires ont d'autres propriétés. Et ces propriétés sont un peu comme la bifurcation. Et qu'est-ce que je vous ai rappelé il y a quelques minutes? Comment définir la symmetry breaking? Comment définir le brisement de symétrie dans un système d'équations différentielles? Il faut trouver des solutions qui ont moins de symétrie que la symétrie maximale de l'équation différentielle. Il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, alors je peux parler de brisement de symétrie. Eh bien, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'irréversibilité, le temps, est un brisement de symétrie, et que ce brisement de symétrie est dû à l'apparition dans les systèmes comme le K-flow, comme le Boulanger, d'une nouvelle réalisation de la dynamique. Réalisation qui a moins de symétrie que la symétrie maximale. Eh bien, qu'il y ait une réalisation de ce genre est tout à fait évident. Pensez d'abord de nouveau à mon petit carré et pensez que je prends une ligne verticale. Quand je vais comprimer et puis remettre, vous voyez que cette ligne verticale va être encore là, mais elle aura la moitié de sa hauteur. D'accord? La moitié de sa hauteur. Donc, je prends une ligne verticale, je comprime, je remets, mais la ligne verticale a la moitié de la hauteur. Si je répète cela, elle va devenir de plus en plus petite. Si je vais dans le passé, je pourrais vous montrer, il me faudra un petit tableau pour ça, qu'elle va devenir 2 lignes, 4 lignes, 8 lignes, et finalement couvrir complètement la surface. Donc, j'ai quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque j'ai quelque chose qui va vers l'équilibre, couvrir complètement la surface dans le passé lointain, et qui se ramène à un point dans le futur. Et bien entendu, j'ai pris la ligne verticale, mais prenons maintenant une ligne horizontale, alors c'est l'inverse. La ligne horizontale va devenir 2 lignes et tendre vers l'équilibre dans le futur, et la ligne est dans le passé va tendre vers un point. Donc, j'ai maintenant, comme dans les bifurcations où j'avais gauche et droit, j'ai maintenant 2 mesures qui ont des propriétés différentes dans les 2 différentes directions du temps. Et c'est ce que je voulais dire, que j'ai une représentation de la dynamique qui a moins de symétrie que la symétrie maximale. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que de telles représentations, on appelle ces lignes des fibres. J'ai des fibres dilatantes et des fibres contractantes. Que de telles représentations de la dynamique, qui ont moins de symétrie que la dynamique elle-même, n'existent dans des systèmes hautement aléatoires. Ce n'est pas une propriété universelle. De même que la formation de structures n'est pas une propriété universelle, de même l'existence de ces mesures dans lesquelles le futur et le passé ne jouent pas le même rôle n'est pas une propriété universelle. Vous voyez tout de suite que ces mesures
Je le dis ici maintenant, juste une seconde pour les mathématiciens, s'il y en a, c'est que ce sont des mesures singulières. Parce que vous voyez, sur une ligne, il n'y a pas de volume. Et c'est comme ça que la ligne peut se rétrécir, tandis que si je prends un volume, une fonction bien régulière, son volume est conservé. Alors, maintenant, d'une manière plus physique, que signifient ces fibres? Eh bien, si je prends le cas des sphères dures, ces fibres ont un sens très simple. Dans les fibres contractantes, ce sont des sphères qui, après beaucoup de collisions, vont être toutes à vitesse parallèle, aussi parallèle que je veux. Tandis que la fibre dilatante, ce sont des sphères qui partent avec des vitesses presque les mêmes, et puis par suite des chocs se répartissent, et finalement ont des vitesses absolument aléatoires. Alors vous voyez tout de suite, il ne faut pas être grand physicien pour comprendre qu'une de ces situations, je la vois tous les jours au laboratoire et dans la nature, et l'autre, je la vois jamais. Et alors, maintenant, je peux formuler un principe de sélection qui est l'expression même du second principe au niveau microscopique. Seules les mesures qui vont à l'équilibre dans l'avenir sont physiquement réalisables et se trouvent dans la nature. Quel est le sens physique de cela? Eh bien, je devrais dire ici que pour donner le sens physique de cela, il faut montrer que ces systèmes fortement aléatoires sont si aléatoires qu'elles sont similaires à des chaînes de Markov. Donc, qu'il y a moyen de les transformer en chaînes de Markov. Mais une chaîne de Markov a une direction privilégiée. Elle va vers l'équilibre dans une direction. Donc, la transformation du boulanger peut être transformée en deux chaînes de Markov. L'une qui va vers l'avenir, à l'équilibre, et l'autre vers le passé. Mais si j'exige que seules les mesures qui vont vers l'équilibre dans l'avenir sont réalisables, alors je ne peux prendre qu'un seul semi-groupe. Et c'est cela, évidemment, tout le second principe, qui fait que le second principe est une sélection d'états permis. C'est un principe d'extraction parmi toutes les conditions imaginées par la mécanique des conditions possibles. Donc, quelle est la relation? Alors, pourquoi est-ce que ces conditions initiales ne sont-elles pas réalisables? Eh bien, on peut le montrer très facilement, parce que si on calcule l'entropie de ces conditions, on voit que l'information qu'il faudrait donner pour réaliser ces conditions est infinie. C'est-à-dire qu'il faut une machine à calculer ayant un nombre infini de digits pour pouvoir réaliser une telle condition. Et si vous acceptez que dans la nature, un système transfère à l'autre seulement une information finie, ces conditions initiales ne sont pas réalisables. Donc, le second principe, c'est comme une polarisation de la nature. C'est comme si dans la théorie de bifurcation, on disait « je n'ai que des structures gauches ou des structures droites ». Ici, je n'ai que des structures qui ont une certaine direction du temps et je n'ai pas les phénomènes qui vont dans l'autre sens. Et vous voyez que nous sommes très près des conceptions de Darwin et de Boltzmann, parce que nous avons lié l'aléatoire et l'irréversible. Seuls les systèmes qui sont aléatoires peuvent être irréversibles. Et je crois que c'est évident. Si le monde était déterministe,
quel sens aurait l'irréversible? Si demain était déjà fait, aujourd'hui, quel sens aurait-il d'avoir une flèche du temps? Il n'y a de flèche du temps que parce que le monde de demain n'est pas encore réalisé aujourd'hui. L'aléatoire est une condition nécessaire, mais non suffisante, de l'irréversible. Et j'ai déjà insisté sur le fait que l'irréversibilité n'est pas une propriété universelle. Les systèmes de Newton sont des systèmes qui n'entrent pas dans la catégorie des cas flots et nous ne pouvons pas définir de mesures de ce type et il n'y a pas de second principe. Donc vous voyez que tout, comme je l'ai dit pour les structures, pour l'apparition des structures, l'irréversibilité n'est pas une propriété universelle. Il y a des îlots de déterminisme possibles. Et je reviendrai sur cette conception dans un instant. Il y a un autre aspect que je voudrais, pour terminer, évoquer, avant de passer à quelques conclusions. C'est que nous pouvons donc voir maintenant ce que signifie, d'une certaine manière, l'irréversibilité, le second principe. Mais comment concilier le second principe avec l'idée d'atomisme, avec l'idée de particules élémentaires? Eh bien, si vous pensez à un ensemble de protons et d'électrons, plus et moins, que vous jetez comme ça sur une table, est-ce que le proton et l'électron est une particule élémentaire? Non, parce qu'une partie de l'énergie est entre le proton et l'électron. Ils font partie d'un système dynamique, bien entendu, comme la Terre fait partie du système planétaire. Mais aucune de ces particules n'a d'énergie bien déterminée. Quelles sont au fond les particules élémentaires correspondantes? Eh bien, c'est très facile. Si j'attends à température suffisamment basse, à densité suffisamment basse, les électrons et les protons vont former des molécules. Ces molécules sont au fond saturées. Leur énergie est tournée vers l'intérieur. Et à l'équilibre, elles sont aléatoires. Elles sont incoordonnées. L'une de ces molécules ignore l'autre. C'est l'image même de Boltzmann du chaos moléculaire. Eh bien, on peut au fond généraliser ce problème. Et on peut dire ceci. C'est que, aussi longtemps que le second principe s'applique, et nous avons des raisons de croire qu'il s'applique dans une très grande région de l'univers, à beaucoup de phénomènes, la réconciliation entre thermodynamique et aspect corpusculaire doit venir précisément de la même manière, que chaque fois il doit y avoir des unités qui à l'équilibre vont s'ignorer, comme les molécules du chaos moléculaire, mais qui, lors du non-équilibre, deviennent corrélées et commencent à avoir des comportements organisés, des comportements d'ensemble. Donc vous voyez que c'est une image de la matière qui est très proche de l'image dans les structures dissipatives que beaucoup de gens utilisent maintenant, et qui va radicalement contre la direction, je dirais, Newton, Maxwell, théorie des champs. La matière n'est plus centre de force. Les forces sont absorbées dans la définition de ces nouvelles unités qui sont indépendantes à l'équilibre. Et, quoique je le fais avec une certaine hésitation, je voudrais introduire un néologisme. Et je voudrais appeler cette nouvelle conception de particules des hypnos, des sleepwalkers, au fond des somnambules.
Ce sont des structures aussi complexes que l'on veut, mais qui s'ignorent l'une l'autre à l'équilibre, comme des somnambules qui marcheraient l'un à côté de l'autre en s'ignorant. Et c'est au fond le non-équilibre, les champs extérieurs, qui créent alors des corrélations et qui donnent alors, au fond, le comportement global à ces hypnoses. Au fond, si vous voulez, d'une manière un peu abrégée, on pourrait dire que nous allons de cette manière d'une physique de force ou de champ à une physique plutôt d'unité, les hypnoses ici, et de corrélation. Au fond, une physique de processus, une physique évidemment dans laquelle l'approche vers l'équilibre ou l'état stationnaire de non-équilibre joue un rôle fondamental. Je reviens, pour terminer, à mon début. Je vous ai dit que le 19e siècle nous a laissé des contradictions. Contradictions entre l'apparition de structures et la disparition des structures. Contradictions entre le réversible et l'irréversible. Nous commençons à voir apparaître une nouvelle unité. Nous voyons que ces différents domaines peuvent coexister. Et ils peuvent coexister parce que l'apparition de structures n'est pas universelle et l'apparition de l'irréversibilité n'est pas universelle. Mais, n'empêche que dans notre vision globale du monde, les systèmes qui vont vers l'équilibre ou les systèmes réversibles nous apparaissent aujourd'hui comme des exceptions, comme l'expression d'une certaine artificialité. Pour avoir un système qui va vers l'équilibre, nous devons le mettre dans une boîte. Nous devons éviter que le monde extérieur n'agisse sur lui. Pour prendre un système strictement déterministe, il faut limiter le nombre de degrés de liberté. Il faut prendre un problème à deux corps. Il ne faut pas tenir compte des champs qui peuvent agir sur lui, sans quoi le système deviendrait un système du type de ceux qui présentent des phénomènes irréversibles. Donc, dans l'essentiel, le monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui est un monde qui insiste, au fond, dans lequel nous voyons davantage, dans lequel nous insistons davantage, sur les propriétés que la physique classique tendait à considérer comme secondaires, comme artificielles. En quelque manière, l'apparition des structures n'est plus un accident, mais correspond à des lois profondes de la physique, aux mathématiques non linéaires, aux équations chimiques non linéaires, et l'apparition du temps devient une propriété de systèmes dynamiques complexes. Il est évident que ceci change considérablement, même radicalement, notre vue, et peut-être que nous pouvons parler d'un nouveau dialogue de l'homme avec la nature, d'une autre prise de conscience, dans laquelle les notions d'aléatoire, d'irréversible, de structure jouent un rôle beaucoup plus grand. Vous auriez pu vous étonner un peu de ce que, au cours de cet exposé, je n'ai pas parlé de cosmologie. Il est évident que la cosmologie joue un rôle important. Mais je crois que la cosmologie joue surtout un rôle important en nous mettant dans un univers qui est loin de l'équilibre, en nous donnant l'énergie qui parcourt l'espace autour de la Terre. Je ne crois pas qu'il faut faire appel à une théorie spécifique de l'origine de l'univers, ni pour comprendre le temps, ni pour comprendre l'irréversibilité. Tout est impliqué dans l'univers. Je veux dire,
nous sommes dans cet univers en expansion. Et pourtant, à l'intérieur de cet univers en expansion, nous avons des systèmes dans lesquels les structures disparaissent, des structures apparaissent, nous avons des systèmes déterministes et des systèmes aléatoires. Donc, ce n'est pas l'appel à la cosmologie qui pourrait diminuer la nécessité de classer les phénomènes et de trouver les relations entre elles. Le monde apparaît certainement de cette manière comme plus complexe qu'il n'a été vu par la physique classique. Au fond, les caractéristiques fondamentales du monde ne se voient pas sur le système planétaire. Ils ne se voient pas dans les systèmes les plus simples, les modèles les plus simples que l'homme avait imaginés au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'à partir d'un certain degré de complexité que surgissent les notions d'aléatoire en dynamique, d'irréversible en dynamique classique ou quantique. Mais je crois que, pour moi en tout cas, il est important de se rappeler ce que Diderot disait déjà au XVIIIe siècle et qui m'a toujours fortement impressionné, à savoir qu'une image du monde n'est acceptable à l'homme que pour autant que cette image soit suffisamment complexe pour faire comprendre la présence de l'homme dans cet univers. Aussi longtemps que, d'un côté, nous avons la complexité de l'homme et de l'autre côté, la simplicité de l'univers que certains ont toujours souhaité résumer dans une phrase, dans une théorie unitaire, dans 3 équations, eh bien, il y a un saut énorme entre l'univers et nous. Je crois que la reconnaissance de la complexité de la nature est aussi une étape de l'intégration de l'homme dans cette nature. Évidemment, je sais, c'est une discussion qui se poursuit déjà depuis le début de la mécanique quantique et qui, a fortiori, peut se poursuivre maintenant que nous comprenons l'importance de l'aléatoire, même en dehors de la mécanique quantique, même au niveau des phénomènes macroscopiques, même au niveau des bifurcations, même au niveau des systèmes dynamiques, que dans ces conditions, par exemple, la discussion des variables cachées, etc., nous paraît en quelque manière quelque peu dépassée, je dirais, puisque nous voyons, au fond, en moment où beaucoup de gens voulaient revenir à l'orthodoxie, n'est-ce pas, classique, s'asseoir dans la chaise de Newton, eh bien, en quelque manière, un malin génie avait enlevé cette chaise, si j'ose m'exprimer ainsi, et la physique classique elle-même est devenue beaucoup plus aléatoire qu'elle ne l'était. Je dois dire, doit-on se réjouir ou doit-on le regretter? Finalement, c'est une question qui, à mon avis, ne se pose pas. Puisque nous n'avons pas le choix de l'univers dans lequel nous vivons. Et nous pouvons le regretter, que l'univers soit plus compliqué, nous pouvons nous sentir de notre côté plus proches d'un tel univers, mais certainement, le physicien n'est pas dans la même situation que le mathématicien ou le philosophe qui peut, dans une certaine mesure, imaginer un modèle d'univers dont la propriété fondamentale est la cohérence, sans se préoccuper d'autre chose. Un physicien qui aujourd'hui veut étudier ces questions se trouve en face d'une longue histoire. Il doit, lorsqu'il travaille ces questions, penser à tout ce qui a été acquis. Et si on pense à tout ce qui a été acquis, je crois que les conclusions que je vous ai présentées sont presque inévitables, plaisantes ou non plaisantes. Pour moi, je dois dire, pour terminer, il me semble qu'elle reflète la position de l'homme. Quelle que soit l'activité de l'homme, vous voyez aussi ce double aspect
qu'il y a en physique entre l'aléatoire et le déterminisme. Ce qui est déterminé, c'est ce qui est de clarté totale. Vous pouvez distinguer entre cause et effet. Tandis que ce qui est aléatoire, vous ne pouvez parler que de phénomènes de masse. Vous ne pouvez prédire que des moyennes. Vous ne pouvez pas faire une expérience individuelle. Donc vous ne pouvez plus arriver à cette transparence maximale qui était l'idéal de la science classique. Mais, au fond, dans notre vie psychologique, à nous sommes devant la même situation. Nous avons des moments où nous pouvons passer d'une manière claire d'une pensée à l'autre, et des moments, je dirais, d'obscurité, où d'une certaine manière, comme dans la musique, naissent des thèmes sans que nous puissions suivre véritablement, pas à pas, leur genèse. Merci bien.